Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Kennedy. Dans cet extrait de l'épisode 47, Peter O'Sullivan nous explique comment il procède en utilisant la TFC ou thérapie fonctionnelle cognitive pour soigner la douleur chronique chez ses patients. Peter va nous parler d'un cas clinique concret. C'est un patient de 53 ans qui est venu le voir qui ne pouvait même pas s'asseoir tellement il avait mal. Peter nous décrit les questions qu'il lui a posées et comment il a procédé pour progressivement détendre le patient, qui au bout d'une séance arrivait à nouveau à refaire certains mouvements. Cet épisode est disponible en entier en version traduite en français, ainsi qu'en version originale en anglais sur toutes les plateformes d'écoute. Aussi, j'en profite encore une fois pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de laisser 5 petites étoiles et de partager l'épisode autour de vous. Donc ils viennent dans ma salle en consultation et ma première question c'est la suivante. Pouvez-vous me raconter votre histoire ? Tout le monde a une histoire et je m'intéresse à la leur. Je m'intéresse à ce qui a commencé et à ce qui s'est passé. Parce que ces personnes arrivent avec une histoire que personne ne leur a demandé de raconter avant. On leur dit souvent « Alors, quel est votre problème ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Personne ne leur demande « Racontez-moi votre histoire ». Et souvent, ce que vous entendez dans cette première minute, vous entendrez vraiment quelque chose de très important. Mon histoire a commencé quand j'avais 15 ans. Vous savez, c'était une période terrible dans ma vie. Mon mariage s'est effondré, etc. Ou encore, mon histoire a commencé quand j'ai une terrible blessure qui a mis ma vie en danger. Ou bien, mon dos me fait défaut et s'effrite. Et j'ai eu les nerfs pincés ou j'ai le dos d'une personne de 60 ans, comme si quelque chose d'important se produisait et qu'il fallait le raconter à partir de cette histoire. Ensuite, nous suivons le patient en explorant l'impact de ses croyances sur sa douleur, ses réactions émotionnelles à la douleur, ses comportements face à la douleur, ses perceptions de son corps. Il s'agit donc d'une approche très holistique, centrée sur la personne, qui consiste à se mettre à sa place. Dites-moi ce que c'est de vivre à votre place dans la journée. Quel est le schéma de votre douleur ? Y a-t-il un modèle de douleur ? Les choses qui vous font mal, les choses qui vous soulagent. Vous comprenez ? Comment pensez-vous que je puisse vous aider dans votre cheminement ? Quels sont vos objectifs en matière de rétablissement ? La semaine dernière, j'ai reçu un homme de 53 ans qui était profondément handicapé et déprimé et qui ne croyait pas en sa guérison. Il avait subi une importante opération de la colonne vertébrale. On lui avait dit que c'était quelque chose avec lequel il devait vivre. Il a dit « J'ai l'impression d'être une personne de 80 ans à la fin de sa vie ». C'était son histoire. Donc après ces questions, je lui ai demandé de me décrire les choses qui lui font mal, les choses qu'il craint et les choses qu'il évite. On les a explorées ensemble. L'examen physique est donc très fonctionnel. Nous explorons les choses qui sont là, les obstacles à la guérison par le biais de l'examen. Ce patient m'a dit « Je ne peux pas m'asseoir, vous savez, je ne peux pas tenir debout, je ne peux pas me pencher, je ne peux pas soulever. » Et un de ses objectifs était « Je veux jouer avec mes chats. » C'était un de ses objectifs. Mais il ne pouvait pas s'asseoir pendant trop longtemps. Il était tellement tendu, effrayé et angoissé pendant l'examen. Il n'arrivait même pas à détendre son corps. Et quand je lui ai dit « Quelle est la sensation que vous avez dans votre corps ?» Il m'a dit « J'ai l'impression d'avoir des griffes qui me serrent tout le temps. » C'est musculaire. Ce que nous savons de la peur, de la détresse d'une croyance que vous avez perdue, c'est que votre corps se met en mode protection, inconsciemment et consciemment. Et cela fait partie de cette boucle, de ce cercle dans lequel on se retrouve piégé. Tout au long de ce processus d'examen, j'ai dit, et si nous vous aidions à détendre votre corps ? Et si nous vous amenions à briser ces règles qui vous ont gouverné, qui vous ont emprisonné en vous disant « Oh, vous ne pouvez pas vous plier ou soulever des charges avec le dos droit ou bien vous devez renforcer votre tronc. » Nous allons vous aider à vous détendre. Votre tronc vous permet de détendre votre corps. Vous pouvez vous pencher, votre dos est en toute sécurité. Vous pouvez bouger naturellement sans devoir vous protéger. Au cours de la séance, il s'est rendu compte qu'en faisant cela, il ressentait moins de douleur. Alors qu'il s'attendait à ce que cela aggrave son état, ça allait de mieux en mieux. C'est ce qu'on appelle une expérience comportementale guidée. À la fin de la séance, nous avons pu dire « Donnons un sens à tout cela pour vous. Nous allons vous aider à donner un sens à votre histoire, à votre schéma, votre expérience et à votre compréhension de ce qui se passe dans votre situation, c'est-à-dire que vous pensiez d'origine que vous étiez fichu.
Vous aviez perdu espoir, vous étiez triste, isolé socialement, vous aviez peur, vous étiez évitant face au mouvement. Et tout cela a créé tout ce vent dans votre système nerveux, rempli de douleur, de détresse et de dépression. Et en plus, vous ne dormiez pas. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Nous pouvons mettre cela en évidence et l'isoler, puis élaborer un plan. À la fin de la séance, il m'a serré la main, il m'a dit « Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous m'avez apporté aujourd'hui. Vous m'avez redonné de l'espoir. Vous m'avez redonné de l'espoir et maintenant, je sais que je peux changer. Je peux retrouver certaines choses qui m'apportent de la valeur et me dire que ma vie n'est pas finie. » Vous savez, il avait déjà imaginé pour lui une fin difficile, sans espoir. La thérapie manuelle ne peut pas guérir cela. Moi, je suis formée en thérapie manuelle, j'ai fait la formation. Ces compétences ne m'ont jamais donné la capacité d'emmener cette personne dans un voyage comme celui-ci. Et c'est très, très gratifiant en tant que thérapeute. Je pense que c'est un aspect charmant du travail que nous faisons. Il est à la fois gratifiant pour le patient et pour le clinicien de faire partie de ce voyage de transformation. Le processus habituel que nous proposons aux patients concerne l'autogestion. Je lui ai donc donné des stratégies sur lesquelles travailler cette semaine. Vous savez, il y a tout un programme. Et je le reverrai cette semaine, puis 2 semaines après, et enfin 3 semaines après. Et nous commençons à créer de l'espace entre les séances. Il s'agit donc d'une relation bidirectionnelle entre la douleur et l'humeur. Nous savons que si notre humeur est faible, nous serons plus sensibles à la douleur. Et vous savez, si vous avez mal et que cela vous éloigne des choses que vous aimez, cela perturbera aussi votre sommeil, cela impactera votre humeur. En règle générale, si vous ne pouvez plus vivre votre vie et continuer à faire ce qui a de la valeur à vos yeux, cela aura un impact. Ainsi, si vos valeurs sont liées à la pratique d'une activité physique, au fait d'aller au travail, de jouer avec vos enfants, et que vous recommencez à perdre cela, cela aura naturellement un impact sur votre humeur. Mais la douleur est aussi une source de distraction. Ce patient de la semaine dernière m'a dit qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Il m'a dit que lorsqu'il essayait de travailler pendant plus d'1 heure, c'est comme si 2 personnes avec des haut-parleurs lui hurlaient dans les oreilles. Il n'arrivait pas à penser. C'est vraiment pénible et épuisant pour les gens, et cela a aussi un impact sur leur humeur. Ce même patient m'a dit « Je n'arrive pas à dormir, je ne dors que 3 heures par nuit. Je suis épuisé et cela se répercute sur mon humeur. » On a donc commencé à chercher des choses qui ont un impact sur son humeur. La douleur est l'élément principal. La douleur chronique est l'élément essentiel qui influence l'humeur. Mais de la même manière, si vous donnez de l'espoir aux gens et que vous leur permettez de recommencer à faire des choses qu'ils aiment et qu'ils commencent à dormir, à se détendre, à bouger, à se réengager dans le monde, leur humeur s'en trouvera améliorée et nous disposons de ces outils dans notre boîte à outils. Le fait de reprendre une activité physique, de s'engager socialement, stimule l'humeur. C'est pourquoi nous allons explicitement cibler ces éléments dans notre traitement, à 100%. Et nous ne les pratiquons pas. Nous ne les pratiquons pas sans discernement. Mais l'étendue est vraiment intéressante parce que nous savons que la respiration est vraiment liée à notre système nerveux parasympathique et sympathique. Alors, quand on a peur, que fait-on? Nous commençons à respirer rapidement. Si nous sommes anxieux, si nous avons peur, si nous sommes en détresse, nous le manifestons dans notre corps. Et nous le manifestons souvent à travers notre respiration, notre tension corporelle et notre posture. Donc, nous travaillons beaucoup avec le corps. Les gens pensent souvent qu'il s'agit d'une thérapie par la parole, mais il s'agit plutôt d'une thérapie par l'action. Par exemple, ce patient ne pouvait à peine s'asseoir, et il était assis très tendu avec une respiration thoracique très rapide. Nous lui avons dit, d'accord, détendez-vous, ralentissez votre respiration, concentrez-vous sur une longue expiration, utilisez votre diaphragme. Et tout de suite, sa douleur a diminué. Le simple fait de faire cela est comme un bouton de réglage du volume sur le système nerveux lié à la respiration. Cela concerne principalement la douleur au repos. Mais nous constatons également que lorsque les gens s'engagent dans un mouvement, ils retiennent leur respiration, ce qui fait partie de leur mécanisme de protection. Ils utilisent souvent la pression interne pour contracter les muscles de leur dos et fixer leur diaphragme lorsqu'ils bougent. On entend donc souvent les gens retenir leur respiration lorsqu'ils se penchent, se lèvent d'une chaise ou se retournent. Nous utiliserons donc des techniques de respiration pour briser les mécanismes de protection, c'est-à-dire les comportements protecteurs,
pendant qu'ils s'engagent dans des activités fonctionnelles. Et c'est aussi un moyen très puissant de briser ces processus protecteurs, inutiles et surprotecteurs dans le corps. En général, c'est par le biais de l'expérimentation comportementale. Si une personne croit, comme ce patient qui a un remplacement de disque en fait, mais on lui a dit que les niveaux au-dessus étaient dégénérés, il se sent fragile et pense qu'il devrait protéger son dos. Mais grâce à cette expérience comportementale qui l'a amené à se détendre et à bouger et à se rendre compte qu'il ressentait moins de douleur, il a pu à nouveau se concentrer sur d'autres choses. Qu'est-ce que cela nous dit? Je lui ai demandé. Eh bien, en fait, vous ne protégez pas votre dos et vous ressentez moins de douleur. Qu'est-ce que cela vous apprend sur votre dos? Sa réponse a été « Cela me dit que je ne suis pas aussi fragile que je ne le pensais ». Nous utilisons donc l'apprentissage comportemental auprès de la personne et nous lui expliquons qu'il est plus difficile d'argumenter avec sa propre expérience. Il est très facile d'argumenter avec quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais là, nous utilisons l'apprentissage par l'expérience comme le moyen le plus profond pour que les gens contredisent leurs propres croyances, pour qu'ils y croient vraiment. C'est un peu comme si l'on disait qu'il n'y a pas de danger à voler cet avion, mais que si on vous l'a dit sans y croire, il faut vraiment le voler pour se rendre compte que l'avion est sûr. De la même manière, on ne peut pas dire aux gens de ne pas avoir peur. Ils doivent s'engager dans l'activité et se rendre compte que leurs attentes n'ont pas été satisfaites pour actualiser cette croyance. Ce que nous faisons souvent, c'est enseigner la sécurité corporelle à partir de ce qu'ils croient. Nous enseignons la sécurité du corps, car ils ont peur dans leur corps, ce qui les amène à revoir leurs propres croyances. Ils me disent qu'ils pensaient que leur dos allait exploser, que leur disque allait se rompre, que leur nerf allait se coincer. Ils me disent aussi, je pensais que si je ne contrôlais pas ma posture, mes articulations instables allaient s'effondrer. Les gens ont ces croyances et nous les testons par le biais d'expériences comportementales pour vérifier ce qu'il en est. Mais pour cela, il faut être un thérapeute très compétent et empathique, car on ne peut pas forcer les gens à faire des choses effrayantes. Cela risque d'aggraver leur peur et leur anxiété. D'ailleurs, la douleur pourrait s'intensifier. C'est donc un processus très délicat que de ramener les gens vers des activités et des moments qu'ils ont jusqu'à présent redoutés et évités.